Vostra. On devait coller à l'ADN du produit. Et c'est quoi l'ADN du produit ? C'est globalement d'organiser le bouche-oreille. Et donc on s'est dit, c'est ça qu'on doit proposer à nos distributeurs. C'est comment est-ce qu'on va les aider à amplifier le bouche-oreille avec des mécaniques qui visaient nos users à s'engager, notamment à travers la fonctionnalité Envie. Et à l'issue de l'activation qu'on faisait, il y en avait 3000, 4000, 5000. Après, on était sur un média quand même super affinitaire. En moyenne, nos utilisateurs, ils vont 25 fois plus au cinéma que la population française. Donc on est sur une cible ultra captive. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le grand plaisir de recevoir en cette rentrée de 2024 Guillaume Boutin, le cofondateur de Sens Critique. Guillaume, bienvenue. Salut François. Merci d'avoir accepté cette invitation. Voilà, donc pour parler de Sens Critique, donc on va parler de produits culturels, on va parler de critique, on va parler de communauté, d'UGC. Ça faisait longtemps qu'on n'ait pas parlé d'UGC, donc ça me fait vraiment plaisir. Peut-être avant tout ça, on va faire la petite carte d'identité de Sens Critique et tu peux peut-être nous raconter comment c'est né, parce que c'est pas tout nouveau, Sens Critique. Ah non, ça existe depuis quelques années. C'est déjà une longue histoire. C'est déjà une longue histoire. Est-ce que tu peux nous faire le point de départ, la genèse de Sens Critique ? Yes, écoute, ça commence en 2008. Donc on était 3 cofondateurs. Donc il y avait Kevin Kuipers, Clément Apap et moi-même. Et en fait, on venait avant d'une précédente aventure, puisqu'on avait monté le site gamecult.com. Donc, qui était une énorme référence, Gamecult. Qui était la référence éditoriale. Ouais, t'avais jeuxvideo.com qui était le site beaucoup plus grand public, on va dire. Et Gamecult, qui était un peu les ayatollahs du genre. Pointu, dur. Même une posture assez toujours défiante. Et en gros, Kevin et Clément avaient monté ce média en 2000. Et alors, c'est bien, en plus, ils l'ont lancé pile au moment de l'éclatement de la bulle Internet. Pile poil. Je me souviens très bien. Et voilà, puis ils ne savaient pas monétiser. Donc, puisque tu avais Kevin qui était un peu monsieur produit, Clément qui était monsieur contenu, rédacteur en chef. Et moi, je les ai rejoints pour monétiser en fait le site. Je me suis associé avec eux. Donc voilà, les débuts ont été très durs, puisqu'effectivement, c'était très rigolo, parce que c'était une époque où tu parlais d'Internet, mais on te raccrochait au nez. 2 ans avant, tu parlais d'Internet. Tu levais on ouvrait le portefeuille millions. direct. Et voilà, et là, plus personne voulait entendre parler d'Internet. Donc, on a vécu 2 ans très, très durs. Mais c'est toujours pareil, tu sais, quand tu passes par des moments très difficiles comme ça, le jour où tu as une embellie, tu es prêt. Ouais. Et voilà, et puis après, ça s'est super bien développé à partir de 2004, 2005. Et on a vendu la boîte en 2007. À qui vous avez vendu ? Un coup de bol. À l'époque, en gros, tu avais un gros site ricain qui s'appelle toujours GameSpot, qui était la référence américaine. Ils voulaient s'implanter en France. Et jeuxvideo.com venait d'être vendu, racheté par sa propre régie, par Immedia. C'était avant Webedia. Et donc les Américains se disent, autant racheter directement. Le numéro 2, c'était nous. Et donc voilà, et on a été vendu sur une très très belle valo, par rapport aux chiffres qu'on avait. Et donc voilà, et puis on a vendu. Vous n'êtes pas resté ? Non. C'était prévu. Moi, je restais pas, mais Kevin et Clément devaient rester, mais je leur ai dit, les mecs, vous n'allez pas tenir un mois. Et effectivement, ils n'ont pas tenu un mois. Et voilà, après, on se demandait un petit peu ce qu'on allait faire. On avait un trio qui était très sympa, parce qu'il y avait vraiment moi qui était sur la partie monétisation, Kevin qui était vraiment monsieur produit, et Clément qui était rédac chef contenu. Donc, contenu, le produit et le business. Quoi. Exactement. Donc ça fonctionnait très bien. Et voilà, donc on a commencé à réfléchir. On a eu cette idée. En fait, il y a eu 2 facteurs. Il y avait d'abord un facteur tout bêtement perso. C'est parce que nous, on passait notre temps à parler de séries, de films, un peu de jeux vidéo, mais moi je jouais pas aux jeux vidéo, donc j'en parlais moins. Et voilà, on est en 2008, c'est le moment de l'explosion, c'est la fin de MySpace et c'est l'explosion de Facebook, qui devient totalement référent.
le social qui rentre un petit peu dans cet univers des médias. Et en parallèle, nous, on voyait à quel point, donc évidemment, la rédaction de Gamecult, ce qui était écrit, c'était vraiment très, très, très respecté, etc. Mais il se passait tellement plus de choses dans les forums. Ouais. Et donc, partant de ce truc-là, il y avait une espèce d'alignement des planètes entre nous, notre affinité, et la révolution du social dans les médias. Et là, voilà, on s'est dit, putain, c'est quand même con. Et on cherchait d'ailleurs, on cherchait au début un site, on dit putain, ce serait bien si on pouvait noter des trucs, puis même comme ça je te les partage, puis moi je connais tes coups de cœur, etc. Et on n'a rien trouvé, c'est parti un petit peu de ça, comme ça. Et voilà, donc on a créé la structure. Alors ça a été long parce que bon, on venait de vendre, on a eu des années, on s'est un peu reposé en vrai, on a pris notre temps. Ouais, bah c'est bien aussi quand t'as le luxe de pouvoir le faire. Ouais, non, bah avec le recul, je crois pas. Non, moi je pense que c'est toujours bien d'être. Et non, parce qu'après on a pris notre temps et donc voilà, on a mis un petit peu. Donc quand on a touché l'argent, on a mis un petit peu notre argent, on a embauché 1 ou 2, 3 salariés. On a lancé Sens Critique en décembre 2010. Et voilà, avec un lancement qui s'est super bien passé, avec même une petite hype, c'était assez cool. Après, c'était une autre époque, tu vois, c'était une époque où si tu avais 2000 followers sur Twitter, tu commençais... T'étais quelqu'un, quoi. Ouais. Et donc, on a plutôt bien réussi notre com, etc. Et après, on a avancé, bon an, mal an, sans être pressé toujours. Donc, pendant 2-3 ans, on testait des choses, on testait des features, on écoutait beaucoup nos users, on affinait le produit, on monétisait pas. Et puis la boîte a commencé un petit peu à se développer, on a embauché plus, bon ça commençait à coûter un peu d'argent. Donc à un moment on s'est dit bon à partir de 2013-2014, on s'est dit là on va commencer à monétiser. Mais le truc c'est qu'on voulait pas arriver sur ce marché en étant trop petit. Parce que qui est-ce qu'on avait en face de nous? Bon, un site avec un joli logo jaune voilà, qui s'appelle Allociné, voilà, qui trust. Alors à l'époque, c'était pas encore. Oui, il venait de le racheter, je crois. Enfin, c'était, je crois que c'est 2013. Et donc, on s'est dit, on peut pas aller affronter un géant comme ça. Si on savait qu'on n'aurait pas sa taille, mais il fallait quand même qu'on ait une taille minimum. Donc, on s'est donné un petit peu de temps. Et à partir de 2014, on a commencé à monétiser. Et 2015, mes 2 associés sont partis, puisqu'en gros, on a failli vendre la boîte en 2015. On était open. En fait, nous, on n'a rien fait. C'est comme toujours, ça dépend. On nous a contactés montant, en fait. Ouais. On n'a aucune démarche. On n'a eu aucune démarche sur ce truc, d'autant qu'on n'avait pas spécialement à lever de l'argent. Bon, on avait fait quelques tours de VC, mais le modèle média avec la pub, en général, c'est pas un truc qu'ils adorent. C'est pas le truc le plus sexy pour un VC. Non, faut se le dire quand même. Non. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils voulaient absolument qu'on aille sur la Transac, mais alors tu vois, faut se remettre dans les années 2010, mais on leur disait voilà, une vente VOD c'est 4 €, tu vas toucher 20 centimes dessus, il y a le piratage et tout, donc le modèle transactionnel ne marchait pas, c'était certain. Et voilà, donc on n'a pas réussi à lever. Bref, on a failli se vendre, ça ne s'est pas fait, mais c'est allé assez loin quand même, et donc c'est un petit peu. Après, tu sais, t'as ce truc de... Tu sais, pendant 6 mois, t'es sûr. Ouais, t'es vraiment sur quelque chose, et puis quand tout s'arrête, c'est un peu brutal. Tu t'étais projeté sur autre chose. Exactement. C'est dur de revenir au bureau, refaire la même chose qu'avant. Ouais, et puis de se remotiver, puis de repartir. Et puis après, pour être totalement transparent, on n'avait plus trop d'argent. Ouais. On monétisait à peine, tu vois. On devait faire... je crois qu'on avait 400 000 € de coûts pour peut-être 100 000 € de résultats. Et donc, ouais, donc Kevin et Clément ont préféré partir vers de nouvelles aventures, mais bon, on est restés très potes. Bon, ils m'ont refilé un peu de part, ils sont restés dans le capital, mais voilà, c'est un départ qui s'est très bien passé. Ouais. Mais après, moi, je me suis retrouvé à devoir gérer la boîte, sachant que je suis peut-être pas mauvais en sales, mais après, voilà, j'ai dû apprendre aussi un peu à gérer une boîte, à gérer une équipe produit, etc. Oui, t'étais d'un coup exposé, le capitaine, et le management, tout, quoi. Ouais, et tout seul, pour le coup, tout seul, ouais. Et c'est vrai que c'est chiant d'être tout seul. De pas avoir quelqu'un avec qui jouer au ping-pong, c'est toujours un peu chiant. Ouais. Mais surtout, j'avais une vraie priorité, c'est qu'il fallait que je rende la boîte rentable, sinon on était mort. Ouais, donc je me suis vraiment concentré à fond sur le chiffre d'affaires, donc je suis content, puisqu'on a atteint la rentabilité en 2016. Mais je me suis vraiment consacré aux sales et un petit peu au détriment du produit. Donc on a un produit, si tu veux, qui était canon jusqu'en 2015-2016. Mais le fait que Kevin soit parti, il y a eu une petite perte d'exigence, puis même en termes de management. Puis moi, tu vois, j'avais du mal à manager des devs parce que bon, ils pouvaient me raconter ce qu'ils voulaient vu que j'y connais rien. Ouais, bien sûr, tu peux pas les challenger non plus. Donc voilà, donc il y a eu pas mal d'erreurs qui ont été faites à l'époque. Mais bon, moi en tout cas la boîte était pérenne, ça c'était super. Et voilà, et pour terminer ce résumé de la vie de Sens Critique, ça nous a fait arriver jusqu'en 2020 où en fait on a payé un petit peu toute la legacy qu'on avait accumulée pendant ces 3-4 ans. Et donc là on a dû refaire le site, ça nous a pris 2 ans, bon ça devait prendre 6 mois. Étonnamment ça nous a pris 2 ans, donc on a dû réécrire en fait le site de A à Z. Et bon, puis avec une nouvelle équipe, etc. Donc depuis 2022 on est reparti sur une super dynamique. Alors il y a plein de choses dont on va parler exactement sur le produit, sur l'édito. Mais donc aujourd'hui c'est une boîte rentable. Oui, tout à fait.
Bon, c'est déjà bravo. On est rentable. Voilà. Après, on n'est pas une. En fait, on a eu une logique aussi pendant des années, c'est que dès qu'on dégageait de la marge, on investissait. On s'en foutait d'avoir du. Enfin, le résultat qu'on pouvait avoir était fait pour embaucher derrière et se développer. Pour se développer. Vous réinvestissez ou vous réinvestissiez en tout cas tout dans le développement de la boîte. Alors, j'ai parlé de Sens Critique ou à peine comme si tout le monde connaissait. Alors, tu l'as quand même un peu dit. Comment est-ce que tu pitchais à l'époque? Est-ce que tu pitches de la même manière aujourd'hui? Qu'est-ce que Sens Critique? C'est très marrant parce que c'est un gros sujet qu'on a en ce moment sur challenger un petit peu la proposition de valeur et même la promesse. À l'époque, c'était un réseau social culturel. Voilà. C'était bien, puis c'était, je te dis, une époque aussi. Les gens comprenaient, c'était un peu à la. Comprenaient très bien. Aujourd'hui, je qualifierais plus Sens Critique d'une marque qui fédère des passionnés qui vont se partager des choses et s'inspirer entre eux, en fait. Pas une communauté. Tu n'as pas utilisé le mot communauté, là. Pardon. Alors, c'est une marque qui fédère une communauté de passionnés. Mais si c'est avant tout une communauté, nous notre pétrole, ce sont nos users. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on regarde Sens Critique. Enfin, nous en tout cas en interne, on le voit plus comme quelque chose qui va fédérer donc cette communauté, puisque on a le site, mais on a aussi nos réseaux sociaux. Et qu'indirectement, aujourd'hui, si tu veux connaître les bons trucs qu'il y a à mater en ce moment, tu peux aussi le retrouver sur notre Insta, tu peux le retrouver sur notre Facebook. Tu vois, par exemple, typiquement, en ce moment, c'est la Mostra. On va avoir des posts qui vont refléter, en fait, l'activité de Sens Critique et ce que pense la communauté Sens Critique. Donc, au final, aujourd'hui, Sens Critique, ce n'est plus que son site. C'est vraiment cette marque qui va fédérer des gens qui, globalement, veulent un petit peu de qualité. C'est-à-dire que voilà, il y a une typologie de personnes aujourd'hui. Alors c'est marrant, j'ai écouté le podcast du fooding que tu as fait avec le fooding et je me retrouvais beaucoup là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des vrais passionnés d'un univers. Donc nous, on a des gens super cinéphiles qui vont au cinéma 4 fois par semaine, qui matent 12 séries, qui vont à la cinémathèque, etc. Mais on a aussi toute une population de gens qui veulent de la qualité, au même titre qu'ils vont choisir un bon resto. Ils vont pas s'arrêter dans la première brasserie venue. Et nous, on a aussi ces gens-là qui, globalement, veulent se dire, OK, c'est quoi les 5 bonnes séries à mater en ce moment? C'était quoi les meilleures séries sans être un technicien de la critique, de l'analyse, qui veulent pas se planter et qui veulent avoir Exactement, qui sont donc des gens bonnes recommandations. Plutôt curieux, un petit peu exigeants dans leur quotidien, dans leur manière de consommer, on va dire. Et donc, on est parti d'une cible qui était vraiment très cinéphile, on va dire, à une cible aujourd'hui beaucoup plus large, qu'on qualifierait de CSP+, plutôt un télo, on va dire, entre 20 et 49, en gros. Ok, et donc j'élargis un peu, donc une marque qui fédère des communautés de passionnés. On a parlé beaucoup là de cinéma et de séries. Sens Critique, c'est pas que ça, c'est aussi BD, livres, musique. Et jeux vidéo, bravo. Et jeux vidéo, bien sûr, on parlait de Gamecult, ça vient quand même du jeu vidéo à la base. C'est vrai. N'oublions pas l'ancêtre. C'est combienième art d'ailleurs le jeu vidéo? Je sais plus, 8e ou 9e. Il y en a, en tout cas, voilà, vous couvrez tout ça. Alors, juste là-dessus, c'est les films et séries, ça représente combien en pourcentage? T'as une idée un peu par... Bien sûr, ouais. Tu m'entends beaucoup parler de films et séries parce que c'est ce qui drive le gros de l'activité. C'est-à-dire 80% des activités qui sont faites sur le site, que ce soit des notes, des critiques, etc., c'est quand même fait énormément sur les films et séries. Images animées, quoi, grosso modo, c'est ce qui drive. Ouais, alors après, ça peut s'expliquer. Après, tu sais, c'est un petit peu l'œuf et la poule. C'est que plus tes utilisateurs ils vont vers un univers, plus aussi tu vas aller dans leur sens au final. Mais il y a plusieurs choses. D'une part, tu vois, par exemple, si des choses étaient à refaire, je sais pas si je ferais la musique. Tu vois. Ouais. Parce que quoi? Parce que c'est trop vaste comme univers, faut trop de ressources. Spotify le fait très bien en fait. Ouais. Et Spotify, de plus en plus en plus. Tu peux te créer des listes, tu peux avoir des followers, et puis surtout tu peux écouter tout de suite, quoi. Oui. Donc c'est vrai et puis la musique c'est un énorme boulot, c'est un univers qui est très enquiquinant parce que c'est 15 ou 20 millions d'items. Tu vois, en gros une base de données. Aujourd'hui les films dans le monde occidental, c'est plus ou moins entre 150 et 200 000 films à peu près. Quand tu intègres dans ta base de données produits la musique, tu intègres 15 millions d'items. Ouais, donc tout de suite, ça n'a plus rien à voir. Ça crée beaucoup de problèmes, ça crée plein d'effets de bord. Mais bref, donc au final, donc la musique est peu utilisée, le livre est un peu utilisé, mais c'est vrai qu'en France, tu as un très bel acteur, un jour tu peux recevoir d'ailleurs, un site qui s'appelle Babelio, qui fait peu ou prou ce qu'on fait, mais vraiment que sur le livre. Je l'avais justement en référence tout à l'heure, on en parle. C'est une très très belle aventure, parce qu'en plus Babelio, ils sont devenus même aujourd'hui, c'est le premier média livre en France. Combien, qu'on ait un peu une idée de ce que ça représente, combien d'utilisateurs, de visiteurs, de pages uniques vous faites sur Sens Critique?
Alors, Sens Critique, c'est 6 millions de VU par mois, en gros. Pas mal via le SEO. On est très bien référencé sur toutes les long tail, en fait. Ouais. Donc voilà, si tu tapes, je sais pas, meilleure comédie, meilleur film policier, meilleur film 2024, etc. Tout ça, vous ressortez bien. Ouais, grâce à nos listes et à nos tops. C'est-à-dire que nos users, tu sais, ils peuvent créer des listes. Donc on a des millions de listes sur le site. Donc tu vois, ça va de... je sais pas, il y a un mec, par exemple, qui s'est amusé à faire une liste de tous les films dans lesquels il y a des têtes coupées. On sait pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais si tu tapes film, tête coupée, liste, machin, tu vas ressortir. Et donc en fait, on tape via nos users, en fait, on tape quasiment toutes les requêtes. Et après, on a en plus les tops qui sont en fait des sondages. Donc nos utilisateurs votent et ça crée un espèce de classement officiel assez référent. Et ça, les classements, ça marche bien dans le SEO. Oui, puis surtout en plus, les notes sont bons. En toute humilité, voilà, si vos classements sont bons. Tu veux dire d'un point de vue qualitatif, quoi. Franchement, ouais. Oui. C'est pas si. Tu vois, par exemple, on a plusieurs tops. Tu vois, il y a la SF qui traite de l'avenir, il y a la SF qui se passe pas dans l'espace. Voilà, des trucs très. Et vraiment, si tu vas aller poncer un univers, ou même, tu vois, par exemple, je sais pas, tu connais rien à la nouvelle vague, tu dis tiens, j'aimerais bien mettre à la nouvelle vague. Bah, c'est vrai que le top de nos users va te permettre justement de pouvoir découvrir un petit peu comme tu te faisais un parcours. Un petit parcours pour attaquer un sujet. Et donc, bref, pour revenir sur donc, on a 6 millions de visiteurs uniques, on a 2 millions d'inscrits. D'accord. Mais bon, on va pas se raconter de bêtises, on a 150 000 users actifs, 20 millions de pages vues. Et sur les réseaux? Alors, sur les réseaux, on doit être à 800, 900 000 en cumulant. On est à 500 000 Facebook, parce que bon, historiquement, on s'est développé sur Facebook. Insta, on passe les 200 là. Et on avance un peu sur TikTok, mais bon, on est comme tout le monde, on cherche la martingale. Mais pour l'instant, on est à 30 000. Voilà, on n'a pas encore. Enfin, on a fait quelques trucs sympas, mais on n'a pas encore réussi à craquer le code. Ouais, on a un petit peu craqué Insta et TikTok, faut encore qu'on bosse. Ça peut être justement par rapport à ma question suivante, qui fait partie de cette communauté? Donc c'est 150 000. Alors les 150 000, c'est pas les super users, j'imagine. Non, qu'il y a c'est des actifs. C'est des actifs, quoi. Mais c'est qui un peu? Je crois que tout à l'heure tu donnais 2-3 infos, mais t'as quelques infos socio-démos sur la communauté, sur ouais, tout à fait. Alors, comme je te disais, on est plutôt une tendance 2049. En fait, je vais faire le contraire. Je vais partir du plus large et on va aller sur le plus sur le cœur de cible. Globalement, donc, si on prend nos visiteurs, ensemble de nos users, c'est globalement des gens qui viennent chercher des bons trucs à mater. Soit ils passent par Google, soit ils viennent directement chez nous. Ils vont vérifier la note d'un film ou d'une série, ou alors ils vont faire des listes, des tops, etc. Et ça, c'est l'usage de la masse de notre audience. Ensuite, tu as les users. Et au sein des users, on va dire que tu as 3 grandes parties. Donc, tu as des users qui de temps en temps notent un truc, qui tiennent un petit peu leur journal de bord. Ensuite, tu as ceux qui s'intègrent un peu plus dans la communauté. Donc là, ils vont commencer à écrire des critiques. Ils vont interagir entre eux. Et ensuite, on a notre cœur de cible. Enfin, on a vraiment nos hardcore users qui doivent représenter, je pense, les 2000 personnes, 1000-2000 personnes. Il faut voir où tu mets le seuil. Et qui, eux, sont quotidiennement sur le site, s'organisent des choses entre eux. Voilà, on a eu des bébés Sens Critique. On a eu des... Et puis parfois, même, ils se créent des... Et c'est assez génial, d'ailleurs, tu sais, quand toi, tu fais rien, entre guillemets, et tu vois le truc se créer. Mais voilà, il y a une époque, tu vois, quand il y avait encore les DVD... parce que j'en ai vraiment plus, mais tu vois, il y a quelques années où ils se retrouvaient, ils étaient une centaine, tous les dimanches, ils se retrouvaient au but de Chaumont et ils se faisaient une bourse au DVD, ils s'échangeaient des DVD comme ça. Sympa. Donc c'est bon. Et là, tu es vraiment sur le corps user. C'est souvent des plus jeunes, 25-30 balais, beaucoup d'étudiants en cinéma. Qui ont du temps, entre guillemets, une vraie appétence. Et puis c'est leur passion. C'est leur passion, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, Et c'est vraiment la différence entre, je te dis, peut-être quelqu'un comme toi, pour bien mater des bonnes séries, des films. Et que tu veux pas te planter parce que comme tu as peu de temps, tu veux mater un bon truc. Donc si c'est validé et que tu sais que c'est bien, c'est ce que je cherche effectivement. Surtout qu'avec ça, Sens Critique, il y a des choses qu'on a loupées, mais il y a un truc qu'on a bien réussi, c'est là aussi en toute humilité, c'est la note Sens Critique qui est vraiment à la fois fiable, objective et te donne un vrai indicateur. Où globalement, un bon programme chez nous, ça va démarrer à partir de 6. 6 sur 10, ça commence à être pas mal. 6,5, c'est bien. 7, ça commence vraiment à être très bien. 7, c'est un peu valeur de label chez nous. Et tu peux monter jusqu'à 8, mais il y a... peu de films. Sur les 10 dernières, en dehors des grands classiques de l'époque. Seigneur des Anneaux, voilà. Je sais pas, ce genre de... Ouais, vraiment les grands classiques. Mais si tu regardes sur les 10 dernières années, il y a 4 films chez nous qui ont dépassé 8 de moyenne. Ah, c'est dingue. Donc c'est assez resserré. Mais après, une fois que tu connais bien le code, globalement, si tu cherches des trucs à mater chez nous, si tu vois un 7, ça veut dire que c'est un bon programme. Attention, ça veut pas dire qu'il va te plaire. Non, bien sûr. Je sais pas si c'est... Moi, je sais pas, par exemple, j'aime pas les films de super-héros. Même s'il est noté 8, je m'en fiche, j'aimerais pas ça. Mais en revanche,
si l'asset, Ce sera pas un nanar. voilà, tu sais que tu peux y aller. Et ça fonctionne vraiment très très bien. La note, c'est vraiment ce qu'on travaille le plus quasiment. Donc c'est un algo avec beaucoup de Parce qu'il y a deux notes. Il y a la note. Oui, alors après, là, je rentre un peu dans le détail. Il y a la note sens critique et la note un peu des gens qu'on. La qu'on note suit. de tes éclaireurs, voilà. Tes Parce que donc, éclaireurs. ça, c'est la dimension sociale de Sens Critique. Ouais. Donc, tu peux te créer ton réseau. Et donc, tu vas suivre des gens comme sur Twitter, c'est asynchrone. Donc, on appelle des éclaireurs. Et ensuite, ces éclaireurs, tu vas pouvoir suivre leur activité au quotidien via un feed. Donc, tu vas avoir leur dernier coup de cœur, etc. Et ensuite, quand tu vas regarder un programme, tu auras leur avis à eux spécifiquement avec une note moyenne, mais surtout après tu auras le détail. Tu peux aussi retrouver dans tes potes ceux qui ont envie d'aller voir le film, tu vas voir un tel a envie de voir, tu peux te programmer ta séance avec eux, etc. Et donc tu as cette moyenne éclaireur. Mais pour le tout venant, entre guillemets, enfin pour nos visiteurs, C'est la note. voilà, c'est la note qui fait office de boussole. Et là on est assez fiers, c'est ça nous évite les effets de bord et ce qu'on appelle le review bombing, où tu sais, où tu as des communautés qui vont faire des espèces de razzias sur certains sites Pour aller trafiquer, influencer la note. Exactement, dans un sens ou dans l'autre. En mode fan ou en mode je te défonce parce que ouais, pour alors raison après, Y. Très souvent, c'est politique. Ouais. Très souvent, alors on a beaucoup moins, on les a eu à une époque, mais on a beaucoup moins ce type de problème. Et très souvent, c'est quand même des mouvances de, je sais pas quel mot employer exact, mais plus ou moins extrême droite. D'accord. On retrouve toujours un petit peu les mêmes patterns. La fachosphère qui se mobilise, qui sait Exactement. se mobiliser pour influencer. Alors après, et t'as ceux qui vont leur répondre, etc. Ouais, puis voilà. Enfin bref, voilà. Mais c'est vrai que chez nous, jusqu'à maintenant, jamais personne n'a réussi à trafiquer la note. Non. D'accord, mais ça on y reviendra peut-être dans quelques instants. Et c'est vrai que cette note c'est important. Quand est-ce qu'on aura alors sur les plateformes la note sens critique? Parce que j'ai vu que Netflix par exemple, il y a la note l'été Télérama, tu vois. Et ça c'est un truc qui pour Sur moi. Netflix Ouais. Ou alors c'est sur. Non, c'est sur Canal, je pense. C'est sur Canal, pardon, Ouais. c'est sur Canal. Tout à fait. Et ça, tu vois, c'est un truc qu'effectivement, dans mon imaginaire, mes parents sont abonnés, ils ont toujours été abonnés à Télérama. Les Télérama, ça veut vraiment dire quelque chose, tu vois. Ce serait chouette d'avoir une note sens critique sur ces plateformes. Alors, c'est un gros sujet. Sur les plateformes américaines, c'est impossible parce que tu es que sur des deals worldwide. Ouais. C'est-à-dire que Et oui, vous êtes que francophone. Netflix, Prime ou quoi ne feront jamais de développement spécifique, enfin, sauf Pour cas un marché. exceptionnel. Voilà, exactement. Donc, globalement, typiquement sur Prime, tu retrouves la note IMDb, mais bon, c'est normal, ça leur appartient. Netflix, ils ont leur propre système et Netflix, ils aiment pas les notes puisque Netflix, dans leur mantra, c'est la personnalisation de ton expérience. En revanche, on a créé, je vais faire un petit peu de pub, on a créé une extension, donc tu peux aller voir dans ton navigateur, c'est sur Chrome, Firefox et Safari, si je dis pas de bêtises, où donc tu ajoutes l'extension à ton navigateur, et ensuite quand tu vas sur Netflix, donc via ton desktop, ça marche que sur desktop, ou sur Prime ou sur Disney, tu as la note sens critique qui va venir s'afficher sur les œuvres directement sur l'interface en de overlay, grâce Netflix. à... c'est pas mal ça. Donc c'est sympa, tu retrouves Ouais. les notes et en plus on a mis un petit code couleur pour bien différencier, tu vois, si c'est rouge c'est vraiment mauvais, si c'est orange c'est moyen, si c'est vert c'est bien. Et donc voilà, et puis pour terminer sur le sujet, on sait jamais, c'est peut-être pas impossible qu'on retrouve la note sens critique sur Canal. Ah, ce serait chouette. Enfin, tu vois, c'est une espèce de consécration, ça veut dire quand même, et le fait que vous ayez des notes peu élevées, mais que ce soit un consensus, etc., ça prouve quand même, voilà, on n'est pas dans le truc où sur Amazon, tous les produits sont à 4 étoiles, 7 sur 5, parce que derrière, tu n'y crois plus, tu vois. C'est un peu le problème en vrai de la recommandation Netflix. Ouais. Je te modifie de trouver un film ou une série sur Mauvais. Netflix qui t'est pas recommandé à moins de 70%. Eux, c'est vraiment un pourcentage de recommandation. Oui. Hein, donc clairement, ça fonctionne pas. Non, mais c'est marrant parce que tu vois, on a un vrai enjeu par rapport à si on veut justement bosser avec des plateformes ou même avec d'autres partenaires sur l'exposition de notre note. Si je t'avais pas fait le petit laïus sur l'échelle des notes, 7 sur 10 sur Sens Critique, tu sais pas ce que ça veut dire en fait. Non, Si tu t'as pas peux les codes, dire c'est bien, mais c'est pas un chef-d'œuvre. T'as pas l'échelle. Ouais, Et si t'as pas l'échelle, c'est compliqué. Et là, notamment, dans l'avenir, si on fait des choses avec certains acteurs, on va beaucoup plus travailler en fait sur une logique de label. Et que une certaine note donnera droit à un label, mais que typiquement des œuvres qui sont moins bien notées t'exposent rien. Donc tu vas juste labelliser les bons trucs. Comme les Et Télérama, hein, Exactement. quelque part, tu vois. C'est ça, c'est exactement ça. Un thé, tu sais que c'est déjà une caution. Et s'il n'y a pas de thé, Voilà. voilà. T'en parles pas, quoi. Et donc, si on a 2 ou 3, là, tu sais que t'es sur un truc. Pardon, c'était un petit aparté sur les notes, mais c'est hyper intéressant. Je reviens sur la carte d'identité. On est vraiment là-dedans du Médiarama avec des belles digressions. Tu vois, des pass-forward. Non, mais t'inquiète, il n'y a aucun problème. On a parlé de la communauté, un peu des super users. D'ailleurs, en répartition homme-femme. Alors, on a un peu plus masculin
en user, on est plutôt 60-40 et audience visiteur, on est quasiment 50-50. D'accord. Des explications ou non, c'est pur hasard, tu saurais dire? Il y a 2 explications. Déjà, il y a un petit peu un truc qui est lié à notre ADN, c'est que c'est vrai que quand on a lancé Sens Critique, on l'a lancé entre guillemets, alors c'était un tout petit cercle, mais avec la réputation de l'ancienne équipe de Gamecult, jeux vidéo très masculin, etc. Et donc le premier noyau d'audience qui s'est créé comme sur Sens Critique était au final un peu plus masculin parce qu'il y avait cet ADN de et l'historique. Donc bouche à oreille, historiquement, un peu legacy, ça a toujours été. Ouais, mais après il s'est passé un autre phénomène, mais contre lequel on lutte de mieux en mieux. Les garçons sur les réseaux. Alors attention, hein, je vais pas faire des grandes généralités, mais il y a quand même une tendance où les garçons sont quand même souvent un petit peu plus vénères que les filles, dans leurs propos, dans leurs débats, etc. C'est beaucoup plus facilement des trolls, voire des trolls un peu agressifs, et que on sait qu'à un moment, des users, et notamment des femmes, elles hésitaient un petit peu à y aller, parce que c'est vrai qu'on a une communauté qui est quand même qui peut être assez virulente, qui peut, tu vois, voilà, toi tu vas te faire ta belle critique, t'es content, et puis t'as des mecs qui vont arriver en commentaire... pardon pour le gros mot, mais c'est de la merde, t'as rien compris, etc. Et ça, c'est des choses contre lesquelles on a beaucoup lutté, donc ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais t'avais ce vrai sujet de est-ce que tu vas dans l'arène ou pas ? S'exposer, ouais, voilà, c'est aller prendre des coups. Et voilà, et que c'est vrai qu'il y a aussi, il y a toujours un petit peu de misogynie, on traîne toujours un petit peu ces trucs-là, même si. C'est Internet, hein, c'est la société. Ouais, mais c'est déprimant parfois. Ouais, non, mais bien sûr. Mais Mais tu dis que vous luttez contre. Ah oui, ça, on a même complètement... on va faire une petite digression si tu veux. Vas-y. En fait, qui rejoint un petit peu le sujet de la modération. Nous, historiquement, on est plutôt d'une culture un petit peu libertaire. C'est-à-dire que globalement, tant que tu restes dans le cadre de la loi, tu fais ce que tu veux. Et puis même nous, tu vois, entre nous, on peut avoir des débats pas possibles, etc. Et on voulait retrouver un petit peu ce truc sur Sens Critique, et donc on a donné le cadre vraiment de la loi. Donc c'est-à-dire, voilà, propos homophobes, racistes, homophobes, etc. Et on restait dans ce cadre-là. Mais en fait, avec les années, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus malins que ça. Notamment, tu vois, tu parlais un petit peu de la fachosphère ou de milieux un peu virilistes, ou je sais pas quoi. Et eux qui savent très très bien détourner la chose. Tu vois, beaucoup en sous-entendu, beaucoup en... Enfin, tu vois, ils flirtent à côté, et donc ta règle, en fait, ne s'applique plus. D'accord. Mais c'est complètement toxique, même si c'est dans le cadre légal. Exactement. Et au bout d'un moment, ça peut avoir un vrai impact sur ta communauté, et notamment à une époque... Et c'est assez amusant, d'ailleurs, parce que on avait une vingtaine de profils. 20, hein, c'est pas beaucoup, hein. Mais les 20, ils arrivaient vraiment à pourrir les autres. Et ils étaient que 20. C'est fou. Et voilà. Et un jour, on a fait une descente de police. On les a tous mis de côté. Un matin, à 8h du mat, on les a tous supprimés. On leur a envoyé un petit message cordial en leur disant qu'ils n'étaient plus les bienvenus. Salut, au revoir. Voilà. Après, ils ont essayé de revenir. On les a supprimés. Et puis surtout, on a changé nos CGV. Puisque dans nos CGU, dans nos CGU, voilà, on donnait le cadre de la loi, machin. Aujourd'hui, on ne donne plus aucun cadre. C'est si on a envie de te supprimer, on te supprime. T'as le droit. On fait ce qu'on veut. Ouais. Et donc tous les gens où on estime qu'ils n'ont pas un bon esprit ou qui peuvent être agressifs ou quoi, et on l'estime nous-mêmes, et en vrai ça s'estime très très bien. Tout c'est que de l'écrit. Voilà, on les a supprimés, donc ce qui fait qu'on a quasiment plus de soucis de modération maintenant aujourd'hui. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Je reviens sur ma carte d'identité, qui est censée prendre 5 minutes dans l'épisode. Allez, j'arrête les digressions. Non, t'inquiète. C'est quoi le modèle économique aujourd'hui de Sens Critique ? Donc on a bien compris, c'est pas des microtransactions, on peut pas acheter, il n'y a pas de merch. T'as un petit peu d'affi, mais c'est très 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 marginal. C'est donc c'est la pub. C'est la pub. 100%, quasiment 100% de la pub. 18%. Sous quelle forme ? Alors déjà, il y a ce qu'on appelle l'indirect et le direct. Donc l'indirect, on a un inventaire sur le site, l'inventaire qui n'est pas vendu, on le met en programmatique, géré par une boîte, voilà, qui s'en occupe, ça remplit nos espaces. Et nous, on s'occupe évidemment de ce qu'on va vendre nous directement. Et globalement, on a 4 marchés. On a donc notre premier marché historique, qui sont les distributeurs de films. Voilà, maintenant on bosse avec tout le monde, on a un acteur très identifié. On accompagne à peu près 150 films, 150 films par an. Ensuite, on a les plateformes qui a été notre deuxième marché, notamment avec l'arrivée de Netflix dans les années 2015. Ça a été quand même un sacré coup de boost dans ce marché. Je veux dire, ils sont arrivés avec des dollars très frais. C'était chouette. Ouais, oui, c'était super. Non, mais c'est bien, tant mieux. Non, mais c'est génial parce que pour lancer, si tu veux, notre monétisation sur les distributeurs, ça nous a pris beaucoup de temps quand même. Oui, parce que c'est un marché c'est un petit marché, les gens se connaissent, si t'es pas du sérail. Exactement. Alors c'est à la fois, en fait, c'est les avantages et les défauts d'un marché captif. Quand tu es dans un marché captif, effectivement, tout le monde se connaît, tout le monde fait peu ou prou la même chose. Enfin, tu vois, tu chopes assez vite les codes, mais il faut rentrer dedans. Alors une fois que tu es dedans, tu es bien.
Mais c'est pour du rentrer récurrent, dedans, c'est voilà, du temps. ça nous a pris vraiment beaucoup de temps. Et puis voilà, puis il y avait Allociné. Qui trust. Et on est arrivé avec une proposition différente d'Allociné. Donc on s'est pas battu sur la puissance, puisque très clairement on l'avait pas, on l'a toujours pas d'ailleurs. Mais plutôt voilà. Puis même nous, moi ça m'enquiquine de vendre des bannières, des choses comme ça. Enfin vendre du display en vrai c'est enquiquinant. Ouais. C'est pas le truc où il est le plus intellectuellement Donc très vite on s'est orienté au PS et très vite et surtout on s'est posé la question. Ça tu vois, ça fait partie des choses que je retiendrai de mon aventure Sens Critique. C'est qu'on devait coller à l'ADN du produit. Et c'est quoi l'ADN du produit ? C'est globalement d'organiser le bouche-oreille. Voilà, on est un petit peu dans une espèce de plateforme où tu vas pouvoir recevoir le bouche-oreille, l'influencer, etc. Et donc on s'est dit, c'est ça qu'on doit proposer à nos distributeurs. C'est comment est-ce qu'on va les aider à amplifier le bouche-oreille. Une caisse de résonance. Exactement, c'est ça. Démarrer un peu le buzz, le bouche-à-oreille, quoi. Exactement. Amplifier. Et donc, avec des mécaniques. Alors à l'époque c'était très sur le site, le social est venu après, mais donc c'était des mécaniques en fait qui visaient nos users à s'engager, notamment à travers la fonctionnalité envie. À s'engager en fait sur le film. Donc je sais pas, par exemple tu avais un film, il y avait 500 personnes qui avaient envie de le voir et à l'issue de l'activation qu'on faisait il y en avait 3000, 4000, 5000, ces 5000 évidemment plus leur entourage, etc. Et donc ça permettait comme ça de pousser le bouche-oreille. Après on était sur un média quand même super affinitaire. En moyenne nos utilisateurs ils vont 25 fois plus au cinéma que la population française, donc on est sur une cible ultra captive. Et voilà, et ça a plutôt bien fonctionné. Donc après, on a développé les plateformes, où effectivement, ça a été super dans la fin des années 2010 jusqu'au début des années 2020. Et après, les plateformes ont un petit peu changé de stratégie. C'est-à-dire que la fin des années 2010, ils étaient là pour toucher les cœurs de cible, les leaders d'opinion. Et d'ailleurs, je me souviens à l'époque, Netflix avait eu 4 médias avec qui ils bossaient. Donc il y avait nous, My Little Paris, Allociné évidemment, et Combini. Et c'était vraiment leur strat d'aller taper. Les influenceurs, quoi. Ouais, exactement. C'est d'aller vraiment pour avoir le point de départ, le cœur. Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les problématiques de Netflix, elles sont plus proches de celles de TF1. Que voilà, donc nous on bosse toujours avec des plateformes, mais c'est moins l'Eldorado qu'à l'époque. Oui, parce qu'il fallait s'installer, maintenant c'est plus la même conquête en tout cas. Et puis l'offre a tellement changé aujourd'hui, c'est vrai que tu vois, par rapport à il y a une dizaine d'années, le monde n'a plus rien à voir en termes de médias. Non, de paysage, ça a complètement changé. Et on parle de Netflix, mais toutes les autres plateformes communiquent en France, parce qu'il y en a eu quand même plein, les Paramount, tout le monde communique, les Prime, bien les sûr. Apple TV. Oui, tout le monde communique. Non, Apple c'est très particulier. Apple, ils font quasiment pas d'activation. Ils font beaucoup de presse, mais ils en font très 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 rarement. C'est très rare que Apple dépense de l'argent, en médias, pour aller promouvoir une série ou un film. Ils font beaucoup d'affi et beaucoup de RP, mais pour l'instant, ils en font très très peu en activation. Mais sinon, les autres, oui, bien sûr. Ok. Et alors, attends, parce que ça, c'était notre deuxième marché. Troisième marché. Donc les distributeurs, on a dit, les plateformes. Le troisième marché, c'est un peu le reste du monde. Donc ce qu'on appelle le hors captive, donc ce sont les grandes marques. Et c'est un petit peu c'est ce sur quoi on bosse depuis maintenant un peu plus de 2 ans, où globalement, on va avoir des marques, tout ce qu'il y a de plus classique, donc tu sais pas, des Massifs, des L'Oréal, des McDo, etc. Et donc on a dû réinventer un petit peu notre offre pour aller chercher justement cette croissance. Et globalement, c'est des gens à qui on va expliquer que tu peux tout raconter à partir de films ou de séries. C'est ça qui est extraordinaire. Les films et les séries, c'est la vie, ça parle de tout. Et donc globalement, aujourd'hui, tu peux porter un discours de marque qui va s'appuyer sur les films et les séries. Donc ça va être beaucoup du brand content en social. Et pour donner un exemple très concret, parce qu'en général, quand je dis ça, les gens ils ont du mal à se projeter. Typiquement, l'année dernière, on a bossé avec la Massif, compagnie d'assurance, qui avait une prise de parole sur les troubles mentaux. Voilà, ils avaient identifié 5 troubles mentaux, donc il y avait l'addiction, les troubles du comportement alimentaire, etc. Et nous, on leur a proposé un truc assez sympa, c'est plutôt d'avoir le contenu classique d'un mec face cam sur fond bleu qui va t'expliquer ce que c'est que l'addiction, blablabla, sur des médias qu'on connaît très bien et qui le font très très bien d'ailleurs. Nous, on a dit, non, nous on va faire autre chose. On va prendre les 5 troubles mentaux et on va aller chercher 5 personnages de films qui les ont et on va s'appuyer sur le personnage pour expliquer ce que c'est l'addiction. Donc, l'exemple tarte à la crème, pour l'addiction, on a pris Roux, Zendaya, dans Euphoria. Et donc, on va analyser en fait le personnage d'Euphoria
pour comprendre ce que c'est que l'addiction, comment est-ce qu'on peut lutter contre, etc., etc. Et donc, on va leur produire des vidéos pour ce genre de choses. Donc, c'est sympa parce que tu vois, on peut aller sur des contenus, en plus des contenus un petit peu de fond. Ouais. Même, récemment, on a bossé avec L'Oréal parce qu'ils soutiennent en fait une asso qui s'appelle Stand Up, qui est une association qui lutte contre le harcèlement de rue. Et là aussi, c'est pareil, c'est que pour expliquer les bons comportements à avoir dans le cadre du harcèlement de rue, on a été chercher des scènes de films qu'on a commentées. Et l'idée, si tu veux, c'est de faire vivre un peu des discours qui peuvent être parfois un petit peu boring, enfin pas boring mais tu vois très classique, oui, très cliché, de faire rentrer, tu vois, comment tu réintéresses les gens sur des sujets qu'ils connaissent et comment tu les avec fais des regarder personnages 2-3 minutes exactement une vidéo. Et après ça peut être des choses plus ludiques, tu vois, avec McDo on a fait une espèce de rétrospective de tous les films dans lesquels McDo voulait communiquer sur le fait que c'est même plus une marque, ça fait partie de la culture maintenant. Et donc voilà, on a retracé un petit peu les grandes apparitions de McDo dans des films comme, je sais pas, par exemple, Le Cinquième Élément. Je sais pas si tu te souviens, s'ils sont avec les voitures volantes, le drive-in. Si, bien sûr. Et puis il y a le film McDo, je sais plus. Ça c'est vraiment autre chose. C'est l'histoire, le fondateur. Ouais, exactement. Qui est un film assez marrant. C'est le seul qui me venait avec McDo. Et voilà. Et donc ce dernier marché, c'est notre marché sur lequel on investit le plus parce qu'on reste quand même un média, tu vois, à l'échelle de, je parle d'Allociné beaucoup, mais même à l'échelle de Combini, de Brut, de très très gros médias qui sont vraiment pour le coup plus puissants que nous. Nous, on doit se battre sur la créativité, on doit se battre sur le storytelling. Voilà, donc on est des petits challengers par rapport à ces marques aujourd'hui. Ouais, et puis là, t'as quand même un beau potentiel parce que quelque part, le reste sont des marchés que tu connais, les distributeurs, les plateformes. Là, t'as tout un univers possible qui est très large. Et c'est des gens que vous contactez de manière proactive ou vous recevez quand même des briefs? Alors au début, non, au début on recevait pas de brief. Au début on a dû attend, mais il se passe rien. La merde, je comprends pas. Non, après c'est le travail classique d'agence média au début, où voilà, tu te fais la tournée des popotes, plus quelques annonceurs un petit peu plus strat, tu vois, qui se positionnent un peu sur les univers cinéma qu'on va vraiment contacter en direct. Tu vois, comme ça, pareil, on avait bossé avec EDF, qui avait une problématique sur les déménagements à l'époque, et pareil, donc c'était plutôt comique. On a fait une espèce de rétrospective de tous les déménagements les plus marrants au cinéma. Ça marche bien en fait. Alors après, on a l'impression que quelque part c'est toujours un peu le même concept, mais ça marche bien parce que c'est l'occasion quand même de ressortir des pépites, des films pas très connus, des scènes un peu cocasses. Ah ouais, c'est génial même à travailler, c'est hyper sympa. Après la difficulté qu'on a, parce qu'on ramène ça vraiment à des problématiques, t'as toujours, tu sais, cette discussion entre la marque et toi, où la marque elle veut son produit, elle veut voir son produit, elle veut qu'on parle de son produit. Mais là-dessus, nous, on a un positionnement assez clair. On a dit, mais nous, on n'est pas fait pour ça, en fait. Oui, après, je pense que les marques, il faut les éduquer aussi un peu. Après, je pense que c'est quand même de plus en plus le cas. Mais ouais, puis en plus, il y a un autre truc qu'on leur explique, c'est que nous, notre audience, on est quand même sur une audience assez CSP+, Intello, etc. Tu peux pas l'attraper avec un influenceur qui va dire super, regarde, j'ai téléchargé là. Faut être un petit peu plus fin, faut travailler un petit peu plus sa narration. Mais bon, là, on est content. Là, cette année, ça se passe vraiment bien, puisque donc pour répondre à ta question, maintenant on reçoit pas mal de briefs. Et voilà, vous êtes un peu identifié. On commence. Et tout ça tourne quand même encore une fois autour du film, série, etc. Ouais. Sur le reste, jeux vidéo, vous travaillez pas avec des studios. On bosse un petit peu, on fait quelques activations en jeux vidéo, mais on va les faire. On n'a pas envie de raconter de conneries à nos partenaires. Le jeu vidéo chez nous, c'est peut-être 5%. Donc, nous, on va pas dire à un éditeur de jeu, tu vas venir chercher des joueurs. T'as 1000 canaux qui seront bien meilleurs que nous. En revanche, si tu as envie d'élargir ta cible, travailler par exemple sur une licence qui va au-delà du jeu vidéo et parler à des fans de films et de séries pour les amener sur ton jeu vidéo en cible secondaire. Tu vois, le meilleur exemple, on a fait typiquement on a travaillé The Last of Us ou un truc comme ça. Alors on n'a pas j'aurais bien aimé, mais on n'a pas bossé sur Last of Us. Non, on a bossé sur le dernier Mortal Kombat par exemple, tu vois, qui était avec Van Damme dedans, et on a fait tout un programme autour des personnages un peu mythiques de cinéma que tu pourrais retrouver dans Mortal Kombat, ou à l'époque on avait fait un truc sur Gran Turismo où pareil on a retrouvé un petit peu on revoyait un petit peu toutes les voitures un petit peu iconiques, donc évidemment la DeLorean, etc., que tu retrouvais dans Gran Turismo. Donc on bosse avec le jeu vidéo, mais on essaie toujours de faire cette passerelle avec l'univers film et série, parce que c'est vraiment le cœur de c'est là où vous avez de la puissance, c'est là où vous avez une grosse et communauté, on est légitime. etc. Et vous êtes légitime. Ok. Donc quelque part, ce que tu l'as dit, c'est le serpent qui se mord la queue, ça ne fait que nourrir et un peu fait que vous ayez cette communauté qui représente plus que le reste. Vous êtes combien chez Sens Critique ? On en est une vingtaine. On est répartis en 3 pôles à peu près du même nombre de personnes. Donc on a l'équipe produit avec Dev, UX, etc. On a ensuite une équipe sales avec les sales purs et puis ceux qui font le back-office derrière. Et enfin on a l'équipe sociale / com où on a CM, monteur, et voilà. D'accord. Pas de journaliste, pas de rédacteur ? Non. Pas de pigiste ? Non. Encore.
Non, après on peut travailler avec des personnes extérieures sur certains gros projets de brand, pour l'écriture par exemple. Voilà, on peut bosser avec des copywriters ou même des incarnants extérieurs. C'est-à-dire souvent on prend des incarnants, parfois on incarne nous-mêmes, parfois on prend j'avais pas forcément des influenceurs, plutôt des créateurs de contenu parce j'aime bien faire la différence parce que c'est pas la même chose, qui vont venir intervenir sur des opérations spécifiques. Ok, donc vous êtes un média quand même quasiment pur UGC, quoi, contenu généré par vos utilisateurs. Tout à fait. Et quand nous on prend la parole, donc 95, on peut traiter évidemment de l'actualité sur nos réseaux sociaux, mais on essaye toujours d'être le reflet justement de cette communauté. Et pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de se dire, voilà, tu as une marque Sens Critique, tu as plein de gens, je sais pas, moi mes potes, ils n'ont pas le temps de s'inscrire sur Sens Critique, de noter plein de trucs, ils peuvent pas passer des heures, voilà, ils ont leur vie. Surtout que tu as un sacré onboarding quand même sur Sens Critique. Ouais, c'est vrai, et on l'a fait il n'y a pas longtemps. Je le dis, mais bon, c'est parce que c'est pointu et ça fait partie quelque part, j'imagine aussi, de ce que vous vendez aux annonceurs, donc je pense que c'est aussi important, mais tu ne t'inscris pas comme ça juste avec un login mot de passe, quoi. Non, il faut déclarer quand même ce qu'on aime, des films, donner des notes. Ouais, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt, puis en vrai, tu sais, avoir des comptes morts, on s'en fout. Ouais. Enfin, ça sert à rien. Non, mais je pense que c'est bien, c'est important de le dire. Mais je préfère avoir moins de comptes, mais qualifiés, exactement, actifs, que... Parce qu'après, quelque part, tu vois, les gens, donc ce qu'on appelle nous les visiteurs, donc les gens qui vont sur Sens Critique mais qui n'ont pas de compte, c'est autant notre audience que les autres. Et comme je te dis, il y a plein de gens qui n'ont pas le temps, tu vois, on se bat tous contre le temps toute la journée, qui n'ont pas le temps de noter plein de trucs, d'aller chercher, etc. Et donc cette audience aujourd'hui, c'est ce qui fait justement le gros de notre audience, c'est justement ces gens qui n'ont pas le temps mais qui veulent rapidement trouver un bon truc à mater. Et donc si je veux que tu me donnes un bon truc, il faut quand même que je te dise ce que j'aime. D'où la boarding un peu important. Si toi derrière tu vas découvrir un bon truc et tu vas te prendre du jeu de la notation et tu dis bah tiens je vais le noter, je vais le référencer. Après tu as plein d'usages assez marrants. Tu vois par exemple moi évidemment je fais une grande éducation cinéphile à mes enfants. Bah tu vois je me suis créé ma liste à moi avec ce qu'ils ont déjà vu, ce que je vais leur montrer à peu près, je sais à peu près à quels âges, etc. Mais tu sais pour l'anecdote quelle était, parce qu'il a supprimé depuis, mais quelle était la liste la plus populaire de Sens Critique, la plus vue et cumulée à la fin 4 ou 5 millions de vues. Et ça, c'est des trucs que j'adore sur Sens Critique. C'est la liste des films préférés de mes voisins dans le métro. Donc, t'avais un mec, tous les matins, il prenait le métro et il demandait à son voisin quel était son film préféré. Et il remplissait sa liste comme ça. Et à chaque fois, il marquait Marie, 24 ans, je sais pas quoi. Et cette liste, bah, tout le monde suivait cette liste. Et ça, c'est génial parce que c'est des choses un petit peu qui t'échappent. Ouais, bien sûr, un peu random. C'est un moment, puis c'est un moment, la communauté, quoi. Toi, ouais, bien sûr. T'as réussi, entre guillemets, à créer à peu près des outils où les gens peuvent bien s'exprimer et puis se faire plaisir. Et après, tu regardes les choses avancer, c'est un vrai bonheur, ça. Ouais, ça, c'est la communauté. Et donc, la communauté, elle est vraiment au centre de Sens Critique. On l'a dit, elles sont plutôt auto-modérées. Enfin, en tout cas, on publie des critiques. J'aimerais juste que tu expliques un peu le principe. Un peu, c'est pas un forum non plus. Ah non, c'est vraiment... En gros, tu as 5 actions de base que tu peux faire avec n'importe quel programme. Donc un film, une série, un livre, etc. La première action, c'est de mettre de côté en envie. Voilà, tu discutes avec un pote. Une wishlist, quoi. Voilà, exactement. C'est ta wishlist. Ce qu'on fait tout le temps au déjeuner, dire telle série, on sait pas trop où le noter. Oui, et puis le soir, t'as oublié, voilà. Tu sais pas, et voilà. Donc ça, les gens ont soit des notes, soit on peut le faire là sur Sens Critique et on met en plus pratique sur Sens Critique. Ensuite, bah, t'as la note, tout simplement, pour donner ton avis, de 1 à 10. Voilà, bon, 1 t'as détesté, 10 t'as adoré. Ensuite, donc, pour les plus téméraires et les plus courageux, tu as les critiques, où là, tu vas vraiment écrire des critiques. On a une population qui écrit plutôt des critiques assez travaillées. Voilà, on n'a quasiment pas de critiques de 2 lignes. Voilà, c'est plutôt des utilisateurs qui se chauffent bien. Et puis après, voilà, ils commentent, etc., etc. Ensuite, tu as l'ajout à la liste. Donc, justement, et dans ces listes, tu as à la fois des choses qui n'ont, je répète, aucun autre intérêt que pour le propre utilisateur, mais aussi tu as plein de petites pépites d'angles éditoriaux, en fait, de sélection de films ou de séries auxquels t'aurais pas pensé. Tu vois, on a des listes sur le feu au cinéma. Et tu vas retrouver toutes sortes de films. Et c'est génial parce que ça te donne des centaines, mais c'est des milliers d'entrées possibles pour découvrir des sujets ou des thématiques de cinéma. Et voilà, et le dernier fonctionnalité, c'est le coup de cœur. Bon, ça c'est juste, voilà, tu veux mettre un petit coup de cœur en plus de ta note. Ouais. Et ça, c'est les 5 fonctionnalités. Donc globalement, et donc en termes de modération, bah, comme je te dis, il n'y en a pas. C'est-à-dire que tu crées ta critique, tu publies ta critique, elle est publiée. Et les gens peuvent répondre à une critique. Ah oui, bien sûr. Alors après, tu vas commenter. Et comme je te disais, bon, tu as 2 sortes de commentaires. Tu as toujours un peu les trolls ou des gens qui... Voilà, ça on en a parlé, effectivement. Et puis après, tu as des vrais débats hyper intéressants où ils vont se challenger sur tel réal, sur telle scène. Mais non, cette scène, moi, je l'ai pas aimée, etc., etc. Et donc, ça échange énormément ensuite derrière. C'est vraiment la qualité
de ton noyau dur, en fait, qui va ensuite déterminer le reste de tes utilisateurs. Ouais. Et est-ce qu'il y a un système de notes des utilisateurs ou est-ce que c'est en fonction du nombre de critiques, de likes, etc. Tu sais, un peu dans tout ce qui est gamification, j'essaye de voir comment vous avez organisé tout ça, comment ça marche. Est-ce qu'il y a un score social affiché ou non affiché d'ailleurs? Alors, je peux pas tout te dire, parce qu'il y a des choses qu'on dit pas. Parce qu'à une époque, pour l'anecdote, on pouvait être très transparent sur cette manière de faire. Et après, on a vu des users, ils essayaient de détourner de manipuler un peu. Donc, mais en 2 mots, quand tu es sur la fiche d'un programme, on va globalement te remonter les critiques qui ont été les plus appréciées par les autres users. C'est le truc de base. Et ensuite, tu vas avoir des éléments pondérateurs qui peuvent être plus ou moins la taille de la critique, quelques mots en red flag, voilà, des gros mots, des choses comme ça. Ouais, je le dis. Et après, certains users à la mano, on les... vous les virez ou les mettez en avant? Leurs critiques apparaissent jamais sur les fiches. D'accord. Mais en vrai, c'est assez rare. D'accord. C'est quelques users qui sont pas pénalisants pour le reste de la communauté, mais qui apportent rien. Vous estimez que ça apporte rien. Mais je te dis, au final, c'est assez marginal. Et d'ailleurs, tu peux faire le test sur la très grande majorité de nos fiches programmes. Tu vas en avoir, donc même si tu as, 60 critiques, tu as les 4, 5, 6 premières qui, 9 fois sur 10, allez, 89 fois sur 100, sont des critiques quali, bien écrites, bien argumentées. Et sélectionnées par l'algo qui dit en fonction... Alors, je te répète, c'est assez simple, c'est beaucoup les appréciations des users. C'est le nombre de... Voilà, c'est classé par nombre de... Et ensuite, l'algo, c'est des petits éléments de pondération. D'accord. Et la partie découverte, parce que ça, on en parle... Alors, on en a un peu parlé avec les listes, etc. Mais c'est un grand sujet sur les plateformes, l'enfer de la découverte, de ce que je vais regarder, etc. Bon, c'est essentiel parce qu'on ne sait pas quoi regarder ou lire. Comment est-ce que vous y remédiez? Est-ce que c'est parce qu'en fonction de ce que j'ai déclaré, on va mettre ça? Est-ce que c'est des coups de cœur? C'est ce qui a le plus de... Comment vous gérez un peu cette partie découverte? Est-ce que c'est un sujet en soi chez vous que vous traitez en permanence? Alors non, c'est un énorme sujet parce que c'est un petit peu l'ADN de Sens Critique. Après, jusqu'à maintenant, on l'a traité, mais probablement pas de manière assez fluide pour des casual users, en fait. Aujourd'hui, tu peux découvrir plein de choses sur Sens Critique, mais il va falloir que tu cherches un peu. Il va falloir que tu ailles dans les tops, que tu ailles dans les listes, il va falloir que tu digues un petit peu. Donc pas en 2 minutes, quoi. Alors, sur l'actualité, si. Tu vas sur nos pages d'accueil, typiquement, tu as les films à voir en ce moment en streaming, les films à voir en salle, les séries à voir en salle. Donc là, on répond à ce besoin du... Il y a quoi en ce moment soir, là, ouais. Voilà. Mais après, si tu veux pousser, il faut être un petit peu chineur, entre guillemets. Et ça, justement, c'est un de nos gros enjeux sur notre application, dont on parlera tout à l'heure, je pense. Ouais. Et justement, de faciliter en fait des parcours de découverte, un peu personnalisés, mais pas tant que ça, puisque c'est vrai que la reco personnalisée, qui est un petit peu le graal de toute cette industrie, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu beaucoup de choses qui soient vraiment efficaces. Ouais, parce que soit tu n'as pas assez de programmes et ça va être difficile de trouver les bonnes correspondances. Parce que les algos, ils sont tous connus. Hein. Soit tu as beaucoup de programmes, mais de quoi tu as envie? C'est-à-dire que je ne sais pas si tu as noté 1000 films, je peux t'en suggérer 200. Et je ne sais pas si ce soir tu es fatigué, si tu es avec ta femme, si tu es avec tes gosses, si machin, etc. Et donc la reco personnalisée, c'est un sujet qu'on traite, mais on mise pas tout dessus. Et donc bref, la découverte, elle se fait beaucoup via les pages d'accueil sur les tendances du moment, et ensuite en diguant un petit peu plus. Et puis après, si tu rentres vraiment dans le site, à travers les éclaireurs que tu vas suivre. Donc typiquement, voilà, tu as un pote qui est référent en série, tu vas pouvoir poncer et suivre toute son activité, découvrir ses derniers coups de cœur, etc. Donc là, ça va se faire vraiment sur le social. Mais il manque aujourd'hui, pour être clair, pour du casual user, des parcours quand même, tu vois, beaucoup plus fluides et rapides pour découvrir justement des nouvelles œuvres. Ouais, c'est ça, se faire un peu... C'est pas évident, hein, mais tu t'imagines un peu le potentiel, se dire, voilà, tous les films que je devrais voir dans ma vie, sur des parcours, des trucs, etc. Évidemment, pas tout de suite sur le moment, parce qu'on peut être fatigué, on n'a pas toujours 3 heures, etc. Mais avoir un parcours de vie, je sais... Mais surtout qu'on a une matière extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire qu'à travers toute l'activité de nos users, on a une matière assez extraordinaire. Mais c'est, comme je te dis, on est au cœur de nos réflexions. Ouais, parce que c'est hyper important. Et en fait, je sais plus si c'est Netflix où il y avait un service qui disait vraiment de manière très autoritaire, voilà ce que tu dois regarder ce soir. Et genre, une suggestion, et puis en fait, c'est un peu un truc où tu fais confiance, parce que
souvent, en fait, il y a plein de bons choix, il n'y a pas de mauvais choix. Et en fait, quand on a trop, tu sais pas trop regarder, tu vois. Donc, enfin bref, le sujet de la découverte. Tu souviens un truc très marrant. Ça, c'est la solution radicale. Le problème, en fait. Ouais, c'est radical, mais trop radical peut-être. Aujourd'hui, on a un problème d'hyper choix. Voilà. Globalement, je ne vais pas te dire une connerie. Si tu cumules toutes les plateformes de streaming en France, donc je parle juste par abonnement, je parle pas à l'acte. Je crois que tu as 20 ou 30 000 programmes à regarder là, dans tes abonnements. Ouais, et donc l'hyper choix aujourd'hui et puis la multiplication des plateformes, etc. C'est vrai que c'est devenu compliqué, c'est même des crises existentielles de putain on regarde ça, on s'en sort pas. Et c'est vrai qu'alors nous pour le coup on a créé et donc c'est le dernier élément de découverte et dont je fais la promotion parce que ça fonctionne très très bien. On a créé donc un Explorer Streaming. Donc on récupère tous les catalogues des films et des séries disponibles sur les plateformes. Et on va passer ça, on va le traiter avec la data Sens Critique. Donc concrètement, tu vas sur cette page, tu vas dire à quel service tu es abonné, donc je sais pas, Netflix, Canal, Paramount+. Et ensuite, tu vas pouvoir trier, filtrer dans tous les sens le catalogue. Et donc tu peux te dire, bah tiens, ce soir j'ai envie d'un policier, plutôt récent, j'ai pas envie de me faire un vieux film, donc tu vas sélectionner genre policier, sorti depuis moins de 10 ans, par exemple, et classé par note Sens Critique. Et là, tu vas avoir les 30, 40, 50 meilleurs films policiers, disponible via tes abonnements. Voilà, et tu peux cliquer, le regarder directement. Ouais, ça c'est pas mal. Et donc tu peux trier dans tous les sens, par année, par durée. Pareil, t'as que 1h30, tu dis bah tiens, je veux que les films d'1h30. Pareil pour les séries. Et là, pour le coup, c'est assez sympa, ça marche vraiment bien. Ça marche bien. Ouais. Bon, écoute, ça c'est sur Sens Critique. Et ça c'est sur le site Sens Critique, ouais. C'est l'onglet streaming dans la navigation films et séries. Bon, à tester, je le testerai et à tester si vous écoutez ce podcast parce que c'est marrant, mais c'est un vrai sujet ce truc de l'hyper choix. Après, je sais pas si tu voulais en parler ou pas, mais vous aviez créé Popcorns. Je sais pas si tu veux en parler parce que ça devait un peu répondre à ça. Tout à fait, ouais. Alors donc c'était un side project. C'est ça, tout à fait. En 2019, on voyait l'explosion des plateformes, etc. Et on voulait justement créer un guide pour aider les gens à s'inspirer. Mais on voulait pas le faire sur Sens Critique parce que déjà on s'est dit il faut que ce soit natif en app. Ouais. On avait notre application mais qui rentrait pas. Donc bref, on s'est dit voilà, on va lancer ce side project. On l'a appelé Popcorns et le principe c'était de prendre que des sélections Sens Critique via des tops ou des listes et de remonter comme ça des sélections un petit peu random avec toujours la recommandation Sens Critique. Ça a bien fonctionné, les gens aimaient bien, mais en vrai ça n'a pas explosé. Mais en parallèle, on a racheté une page Facebook qu'on a rebrandée en Popcorns, qui devait être le véhicule de promo, de com de notre application. Et en fait, le média a vraiment explosé. En tant que tel, la page a vraiment explosé. On a laissé tomber l'application Popcorn. C'est super, on a énormément appris. Bon, c'est toujours l'intérêt des side projects, c'est que même si ça débouche pas sur quelque chose, on apprend. Il en reste toujours quelque chose. Donc ça nous a beaucoup aidé justement pour construire l'Explorer Streaming qu'on a mis sur Sens Critique. Et à côté de ça, le média, donc Popcorn, qui s'est développé et qui est devenu un vrai média 100% social avec son équipe et surtout qui traite en fait un univers différent de celui de Sens Critique. Voilà, c'est un autre média et surtout qui nous permet d'adresser une autre audience, donc une audience plus grand public, ce qu'on appelle une audience de fans. Fans de licence, de blockbusters, de stars. On fait des posts, je sais pas, quand on fait. Alors c'est des choses faciles. Ça permet de rythmer la page, mais voilà, quand on fait, je sais pas, quand on fête l'anniversaire de Oprah Winfrey ou de, je sais pas dire n'importe quoi, d'Emma Watson, on fait des 50 000 likes. Des 100 000 likes. Comme quoi, c'est pas toujours la qualité qui Non, mais c'est un public de fans. Et c'était assez intéressant pour nous aussi. D'un point de vue business, c'était intéressant parce qu'on adresse justement, on peut travailler. D'autres distributeurs, d'autres films. Sur des films ou des séries qu'on pouvait pas faire avec Sens Critique. Donc, d'un point de vue business, c'est intéressant. C'est hyper complémentaire. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est en fait, le cinéphile est devenu cinéphage. Et il s'intéresse à tous les univers. C'est-à-dire qu'il va à la fois noter la dernière Palme d'Or, l'Ours d'Or de Berlin, le dernier film, je sais pas, d'Emmanuel Mouret, un peu un télo français, mais il va aussi se faire le Marvel. Ouais. Il va aussi se faire le Fast and Furious. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que c'est une population au final qui est devenue assez large de par l'explosion de cette diffusion et qui devient très difficile d'enfermer dans dans une espèce de niche je te dis des vieilles salles qui sont le moisi, de certaines salles, pardon. Ouais, non, mais on voit bien. Et pour autant, Popcorn ne sera pas réintégré un jour dans Sens Critique. Et il y a quand même sur Sens Critique les fiches et des critiques sur des Marvel ou du Fast and Furious pour autant. Ah, bien sûr, plein. Mais tout y sont. C'est juste que la communauté, l'engagement. Ça dépend. Tu vois, par exemple, tu prends l'exemple des Marvel, et ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'adore, dont je suis assez fier qu'on ait réussi à le faire. C'est qu'on n'a pas de chapelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bon Marvel, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de bon Marvel, mais tu vois, les derniers, les Endgame, etc., on était sur des notes à 7 de moyenne.
Tu vois, et c'est des vraies bonnes notes, surtout pour des blockbusters, c'est des super bonnes notes. Mais t'en as d'autres qui vont être à 5. On a des palmes d'or qui sont à 6 de moyenne, d'autres qui sont à 8. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Et c'est un truc, je pense, qui a fait, j'espère, beaucoup évoluer la profession, entre guillemets, et notamment les médias spécialisés, c'est qu'il y a beaucoup de chapelles. Tu vois, t'as des médias, je sais pas, qui vont suivre un réal, et quoi que fasse ce réal, ils vont toujours l'adorer, ils vont comme le les mettre en grands fans de couverture. Woody Allen, même s'il fait de la merde, les gens vont dire c'est un ça en vrai, non. De moins en moins. Et c'est vrai que en tout cas sur Sens Critique et bon, sur d'autres plateformes c'est la même chose, t'as des bons Nolan, t'as des mauvais Nolan, t'as des bons Woody Allen, t'as des mauvais Woody Allen, et c'est assumé. Et donc c'est forcément des bien meilleurs indicateurs pour justement quand tu vas aller découvrir des choses, oui, tu vas pas commencer par les films les mieux notés. Ouais, non, c'est clair. Et donc, donc ça, effectivement, vous vous affranchissez un petit peu. Donc il y a quand même ce que vous traitez sur Popcorn et aussi un petit peu traité quand même sur Sens Critique. Et on parlait d'applications. Tout à l'heure, parce qu'on en venait à la découverte, et la découverte se fait souvent au moment où tu veux regarder, en tout cas en last minute, et donc souvent quand tu es dans ton canapé, tu as plutôt ton portable sur toi que ton ordinateur portable. Il existe une application Sens Critique, ouais, mais il semble qu'elle n'ait pas été mise à jour depuis un moment. Ouais, qu'en est-il? On ne croyait pas trop aux applications, tout ça, ça marche pas. Non, je plaisante évidemment. Non, alors l'application chez nous, c'est un peu ça a été un peu notre gros sujet, un échec et des erreurs qui ont été faites. Mais en 2 mots... c'est pas une question de budget ou de... Si, un petit peu d'arbitrage de ressources, en tout cas. Puisque dès le départ, on disait qu'on allait faire une application, mais au final, on était quand même une petite équipe. Et puis surtout, ça, si je peux partager une expérience à des jeunes entrepreneurs, au début, on voulait tout faire, en fait. Et tu vois, on arrivait le matin, on dit « tiens, on va rajouter telle fonctionnalité. » Ou même, on écoutait beaucoup nos users, mais tu sais, sans filtrer ce qu'ils nous disaient. Alors tiens, donc en fait, on a créé un truc avec beaucoup, alors, on a réduit depuis à l'époque, mais on s'est retrouvé à faire plein de choses. Et donc au final, c'était très vite en fait un paquebot. Et que tu vois, fallait quand même une petite équipe. Pour le maintenir, que ça marche. Rien que pour le maintenir. Ouais. Donc lancer le chantier de l'app était toujours hyper compliqué. Enfin bref, on a traîné. Bon, puis j'ai fait beaucoup d'erreurs pour être honnête. Et voilà, puis à vouloir tout faire, tu t'éparpilles, puis tu fais pas bien. Enfin bref. Et donc on a lancé une application en 2018 qu'on a un peu rushée parce qu'on voulait la sortir. Donc je vais être transparent, j'en suis pas très fier. À la fois visuellement, elle était pas très belle, elle avait les fonctionnalités de base. Mais après, alors tu sais ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est qu'à partir de 2000, on a dû refaire entièrement le site, dû justement à ces erreurs techniques qui avaient été faites. Et donc pendant 2 ans, le sujet de l'app, il était vraiment de côté. On a sorti notre nouvelle version il y a un petit peu plus d'1 an. Il y a eu quelques mois de recettage, de fignolage. Et là, on s'est mis cette année vraiment à la réflexion. On a repris toute notre réflexion sur l'application. Et donc voilà, donc pour être très clair aujourd'hui, si vous téléchargez, mais elle est en train de disparaître des stores, donc l'application Sens Critique en vrai, et puis elle est pas... Voilà, et puis ne la téléchargez pas. Ouais, vous pouvez essayer. Moi, j'ai quand même des potes qui l'utilisent. Elle marche à peu près, elle fait à peu près le job. Donc, on est plutôt orienté web sur le mobile, mais évidemment, l'expérience n'est pas la même. Et voilà, et donc, on a un gros enjeu et ça va mobiliser quasiment toute la boîte pendant au moins 6 mois, voire 1 an, sur le développement de notre nouvelle application. Et voilà, puis c'est un très, très beau projet. Et puis, ce qui a été intéressant aussi, ça a été de réinterroger, en fait, notre proposition, de se dire, voilà, on va repartir de zéro, puisqu'en plus le code était acheté à la poubelle, et on va en profiter aussi pour faire un vrai travail sur la marque qu'au final on n'a pas fait, tu vois, depuis une dizaine d'années, de vraiment essayer de... Ouais, parce que les usages ont changé, exactement, et prendre le temps de se poser. Donc on a fait un gros boulot de discovery pendant quelques mois, et là on attaque en ce moment les premières lignes de code de l'application. Et puis surtout je le fais avec une équipe, tu vois, j'en ai pas parlé, mais et c'est pas de la langue de bois, j'ai la chance d'avoir une team... que ce soit produit, sales, etc. Il y a vraiment une super équipe et c'est toujours assez grisant, excitant, tu vois, d'avoir une équipe qui s'embarque. Ouais, bien sûr. Puis là, un gros projet où tout le monde est un peu impliqué, tout le monde est excité, là-dedans. Surtout que ça peut être demain, c'est tout le mal que je te souhaite, mais le premier produit de Sens Critique. Enfin, les usages font... Ça doit le devenir. Ça devrait le devenir. Si on n'y arrive pas, c'est qu'on a loupé un truc. Ouais, ou alors vraiment vous avez une communauté qui adore le desktop. Non, on se fait insulter tous les jours pendant... Enfin, on le reproche énormément et à juste titre. Et donc la pression, enfin là, les attentes, elles sont là, ça va être, il faudra pas déconner. Et sinon, il y a des relais de croissance on a parlé un peu là de tous les leviers de monétisation. Si demain tu te projettes, je sais pas, est-ce qu'il peut y avoir du merchandising, est-ce qu'il peut y avoir de l'abonnement, est-ce qu'il peut y avoir d'autres lignes de revenus que tu aimerais alors il y a le sujet effectivement de faire payer le service sur des modèles freemium, notamment par exemple comme peut faire Letterboxd. On va y penser, mais on va déjà sortir un bon produit
dont on sera fier, qui fonctionnera bien, qui remplira bien nos objets. Et après, on pourra effectivement peut-être se poser la question du freemium. Mais je regarde ça quand même, j'ai peu, tu vois, à part des très gros médias classiques, je vois peu de projets comme ça un petit peu sur notre univers voilà, c'est une ligne de revenus supplémentaire. C'est mais, dur. Hein. Ouais, et puis faut vraiment être malin. Ouais, ça peut être sur des fonctionnalités techniques vraiment en plus. Ou alors, après, tu vois, ce qu'a tenté un Numérama en se disant un truc sans publicité, avec des choses. Mais même ça, ça reste difficile. C'est des petits ruisseaux. Après, t'es content. Si ça fait 10% de ton CA dans l'année, t'es content. Hein. Ouais. Mais puis bon, c'est beaucoup de dev. Puis tu passes en plus, t'intègres en plus des nouveaux métiers, tu vois, des métiers de transaction, etc., que t'as pas forcément dans l'ADN de la boîte. Ce sera un sujet, mais c'est pas encore un sujet. Bon. Et après, en termes de relais de croissance, on a une croissance organique historiquement. On n'a jamais dépensé 1 euro en marketing. Notre croissance, c'est nos users, puisque c'est vrai que l'expérience Sens Critique est encore plus intéressante si tu as des gens que tu connais sur le site. On a un gros recrutement en SEO. Comme je te disais, voilà, on est très bien référencé sur des requêtes long tail et de plus en plus sur des produits, même si Allociné et Wikipédia sont toujours premiers. Et c'est une croissance organique et on fait à peu près entre 10 et 15 000 nouveaux users par mois, en gros. Ce qui est bien. Oui, et c'est marrant, c'est un rythme qu'on a depuis 6-7 ans et qui est assez flat. Écoute, et j'allais dire, si vous êtes content comme ça, est-ce que l'idée de comment tu vois un peu évoluer Sens Critique, vous restez indépendant, tu veux accélérer, chercher à vous adosser à un plus gros... Peut-être, mais il n'y a pas de plan tracé. Non, il n'y a pas de plan tracé. C'est vrai que l'indépendance, c'est un vrai confort. Mais c'est aussi un petit manque de sécurité, voire de moyens et de choses comme ça. Mais c'est vrai que l'indépendance, c'est un luxe qui est quand même assez agréable. Après, on sera toujours ouvert à des opportunités. Enfin, tu vois, comme on l'a pu l'être il y a quelques années. S'il y a des projets intéressants. Typiquement, donc c'était en 2015, mais quand on avait failli... C'était qui je peux le dire maintenant, il y a prescription. On discutait avec Webedia et Le Monde. D'accord. Et tu vois, typiquement, au-delà de Le Monde avec Télérama, sur le papier, tu dis que ça peut être... Ouais, mais alors sur le papier, c'était génial. C'est Le Monde. Hein. Mais voilà. Mais c'est vrai que mais typiquement, le projet avec Webedia était, au-delà de la transaction, on va dire, était intellectuellement passionnant. Vraiment, il y avait un truc, et bon, ça n'a pas pu se faire pour plein de raisons, mais c'était hyper intéressant. Donc peut-être qu'un jour, il se passera des choses, mais aujourd'hui, il n'y a rien de prévu, non. Bon, écoute, on arrive au bout de cet épisode. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager ? Alors, pour une fois, je pense que ça peut être un film, ça peut être une série, je pense que ça t'en manque pas, mais ça peut être toute autre chose. Non, pareil, moi je suis très podcast, moi j'écoute énormément de... Il n'y a pas de podcast aujourd'hui, ce produit culturel sur... Si, j'ai pas vu. Mais ça c'est marrant, tu vois, ça illustre encore le fait que le site il appartient à nos users. C'est qu'en fait, typiquement, on voulait pas des émissions de télé à l'époque. Et donc, j'ai oublié de te préciser, le site est en wiki, donc un user qui ne trouve pas, je sais pas, un disque, un film, je sais pas quoi, qui n'existerait pas dans notre base, il peut le créer. Il peut créer l'affiche. Il suit un template et c'est lui qui crée l'affiche. Et à l'époque, on nous crée plein d'émissions de télé qu'on voulait pas, tu vois, genre Les Anges de la télé-réalité, des trucs comme ça. Et les mecs, ils arrêtaient pas on les supprimait, ils les recréaient, puis à un moment, on s'est dit. Et ils le faisaient pour vous faire chier ou parce que ça leur. Non, ils avaient envie. Oui, puis ils avaient envie d'en dire du mal. Oui, okay. Mais on voulait pas. Bon. Évidemment, on s'est dit, putain, c'est leur site en fait. Et à un moment, on vidait l'océan à la petite cuillère, donc on les a laissés le faire. Et de fait, on a beaucoup de podcasts. Alors, qui sont référencés dans l'univers série. D'accord. Mais donc on a pas mal de podcasts, beaucoup de podcasts de cinéma sur les séries, même surtout d'ailleurs. Puis on a même des chaînes de youtubeurs qui rentrent dans les séries. Voilà. Après, c'est pas le gros de l'activité. Non, mais c'est intéressant parce qu'après, il faut distinguer le côté business. Et puis, je pense que c'est hyper intéressant d'avoir des endroits aussi où tu peux trouver le problème de découverte se pose totalement pour les podcasts. Hein. Je suis entièrement d'accord, mais le rêve, et en plus, comme je te dis, moi-même, je suis assez. Je suis très podcast. J'aimerais bien un jour qu'on puisse le traiter bien, mais après c'est toujours pareil quand tu commences quand tu veux tout faire, tu le fais pas toujours. Non, c'est vrai qu'il y a une question de focus, mais en tout cas dans les choses que toi t'aimerais faire à titre perso. Ouais, j'aimerais bien, parce que moi c'est vraiment un des produits sur lequel canal, j'en écoute vraiment beaucoup. Et tu veux vous faire une petite reco de podcast. Pour parler cinéma, je vous recommande un podcast très sympa. Puis ce sont des potes. Il s'appelle Réaliser sans trucage. C'est une bande de chroniqueurs. C'est très marrant, c'est très sympa. C'est sympa et au final c'est assez proche de l'ADN Sens Critique. On parle cinéma de manière sérieuse mais décomplexée et drôle. Tu
vois, je veux dire, et voilà, Ouais, c'est ouais. une discussion marrante. Il y a ça qui est très sympa. Il y a un podcast que j'adore qui s'appelle Les Grandes Traversées. Donc là, il faut être courageux. C'est des podcasts de 5 fois 1 heure, 1 heure et demie, et qui retracent vraiment des personnages. C'est hyper bossé. C'est France Culture. C'est une production de malade. C'est extraordinaire. Et voilà, tu vas découvrir, je sais pas, la vie de Roosevelt, de Karl Marx, mais pendant 7 heures. Ouais. Avec des intervenants de fous. Donc c'est à très bon niveau. Et le plus récent que j'ai découvert, que j'aime beaucoup, il s'appelle La Traque, qui est fait par Bababam, je crois, si je dis pas Ouais. de bêtises. Et La Traque, c'est génial. C'est pareil. Alors là, tu es sur plutôt les voyous. Et voilà, tu suis en plusieurs épisodes les parcours des voyous avec une narration très très sympa. Bon, et ben écoute, on mettra tout ça, tous les liens dans les notes de l'épisode. Merci pour tes recommandations. Ok, je t'en fais une dernière. Je te Allez, fais vas-y, l'œuvre bien sûr. la mieux notée de tout Sens Ah Critique. oui, ça aurait qui été une bonne surpasse question. tout. Qui est à combien avant que tu dises Alors ça a peut-être bougé, mais il doit être à 9,2. C'est-à-dire que toute la communauté est unanime. Oui, tout à fait. Mais après, pour les gens qui connaissent, tout le monde machin. Mais voilà, si un jour. Et d'ailleurs, c'est des trucs, c'était marrant. Rien que pour ça, on est content d'avoir créé Sens Critique parce qu'on a aidé à faire connaître cette série qui maintenant est assez connue, qui s'appelle The Wire. Ouais. Voilà, le fameux The Wire qui est la référence absolue de toutes les séries. Et rien que pour avoir fait découvrir ça à pas mal de gens, je suis ravi d'avoir monté Sens Critique. C'est une super série. Et c'est vrai qu'elle n'est pas trop citée dans les meilleures séries. Tu penses souvent à Breaking Bad, qui est souvent citée comme dans la meilleure série. Donc là, c'est Après, The Wire les qui a la plus- meilleure. The Wire, elle est un petit peu plus difficile. Il faut Qui est rentrer un peu- dedans. oui. Il faut faire un petit peu d'effort quand même. Ouais. Et peut-être un peu plus ancienne aussi. Ah oui, la première saison est en 4 tiers. Voilà, tu vois. Donc, C'est 2000-2001, je crois, la première ouais, saison. ouais, alors que Breaking Bad, elle arrivait un peu plus aussi à l'époque où déjà tout ce côté série était déjà un peu plus. Et c'est marrant parce à la qu'au départ, mode, c'est que dans la Breaking Bad consommation. en France a été un échec, pour l'anecdote. Au Ah début, ouais c'est très marrant. Et tu vois comme quoi les canaux de diffusion jouaient énormément. Breaking Bad, au début, ça a été diffusé en linéaire sur Arte. D'accord, ils avaient eu. Zéro audience, rien. Ouais. Voilà. Et quand c'est passé sur Netflix, Là, ça a explosé. le carton, etc. Ouais, comme quoi Arte avait eu le nez creux, mais les Très belle plateforme Arte aussi. Tiens, Ouais. si je devais faire une reco, voilà, la plateforme d'Arte.tv, vraiment canon, c'est gratuit. Et t'as des pépites. il y a des c'est fou. pépites sur les jeux vidéo, sur des trucs d'expérience, sur des podcasts, sur des Ah, puis même films, des séries, ils vont des chercher séries. des petites séries, Ah, tu vois, un peu indé. La curation est Ah absolument ouais, dingue. franchement, ouais. Et puis leur plateforme est canon, Ouais. vraiment. Même techniquement, tu vois, en termes d'ergo, du X et tout, c'est bravo. Écoute, salut à toute l'équipe d'Arte qui bosse là-dessus, mais c'est vrai, c'était la bonne reco. Guillaume, merci pour ton temps. Bravo pour tout ce travail sur Sens Critique. Donc, on l'a dit, c'est gratuit. Les gens, faut aller, que ce soit pour écrire des critiques ou pour avoir un peu justement des avis et puis découvrir peut-être des séries, films, jeux vidéo, livres, BD, musique, mais aussi podcasts à Aussi. découvrir, à lire, visionner. Longue vie à Sens Critique et puis au plaisir de te revoir pour un peu voir comment tout ça aura évolué. Quand on sortira notre app. Exactement, c'est le challenge entre ses bras. Je serais en tout cas ravi de relayer tout ça. Merci beaucoup. Merci Guillaume. à toi, c'était Et super. merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.